Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cet événement de restitution de la consultation nationale qu'ont lancé GRT Gaz et Terega auprès des acteurs français du marché de l'hydrogène bas carbone et renouvelable. Nous allons décrypter les résultats de cette consultation, non seulement avec les deux opérateurs français de réseau de transport de gaz, mais aussi avec des acteurs du marché. Quelques indications pour la bonne tenue de ce webinaire. Vos micros et caméras, bien entendu, sont fermés. Vous avez la possibilité, par l'intermédiaire du chat, de poser des questions auxquelles il sera répondu en toute fin d'événement. Et merci, lorsque vous posez vos questions, de vous identifier, et je dis ça notamment pour mes consoeurs et mes confrères de la presse. Alors, dans un premier temps, comme je disais, nous allons décrypter les grands enseignements de cette consultation nationale avec les dirigeants de GRT Gaz et de Terega qui vont nous rejoindre en duplex pour vous dévoiler les grands enseignements qu'ils ont retenus de cette consultation. Bonjour, j'accueille donc en duplex pour nous rejoindre Monsieur Dominique Maucly, PDG de Terega, et Monsieur Thierry Trouvé, directeur général de GRT Gaz. Donc, messieurs, est-ce que vous pouvez nous resituer le contexte dans lequel vous avez lancé en juin dernier cette consultation? C'est vrai que l'hydrogène est un sujet qui montait déjà beaucoup et qui n'a cessé de le faire depuis. Les annonces se multiplient aussi bien de la part du gouvernement, d'enveloppes financières qui sont dédiées. Cette semaine encore, Bruno Le Maire s'est rendu en Normandie, à Port-Jérôme, pour lancer un méga électrolyseur, enfin qui n'existe pas encore, mais de 200 mégawatts. Il en a profité pour dévoiler les 15 projets du PIEC, comme on dit, je crois, en français, donc projet important d'intérêt européen commun sur l'hydrogène. Donc, rappelez-nous, s'il vous plaît, pourquoi vous avez lancé cette consultation, dans quels objectifs et qu'est-ce que vous retenez des résultats? Merci. Oui, merci, merci pour cette question et merci à tous ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire sur les résultats de cette consultation. Alors, effectivement, en fait, en tant qu'acteur de réseau, on a l'habitude de faire des consultations. On le fait déjà dans le monde du gaz. C'est des consultations qui permettent de faire l'état du marché entre l'offre et la demande et de se projeter sur comment l'organisation se mettra en place ou quels sont les différents projets. Alors, quelques premiers retours sur en fait cette consultation. D'abord, la première chose, c'est que quand on essaie de regarder l'offre et la demande, eh bien, à ce stade, ce qui ressort de la consultation, c'est que la vision que l'on a, c'est celle essentiellement des grands producteurs et grands consommateurs d'hydrogène. On n'a pas encore l'ensemble des acteurs et des plus petits acteurs, mais je pense que ça va venir. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que entre l'offre et la demande, eh bien, il y a une différence et c'est essentiellement la partie offre qui pousse la demande au moins jusqu'en 2040. Donc, on a une volonté de production et c'est aussi le premier élément par lequel d'ailleurs le gouvernement commence quand il pousse les projets communs. Ce qu'on constate aussi, c'est que on parle beaucoup d'usage mobilité, mais vous l'avez vu, c'est les gros producteurs, les gros consommateurs qui répondent d'abord. Donc, on a une vision industrielle. Et puis, dans la mobilité, qui est très attendue à très court terme, il y a un vrai game changer. C'est que à plus moyen terme, on se rend compte que la mobilité aérienne en particulier peut être un élément clé, une vraie distinction ou un vrai élément qui va faire envoler la production et la consommation d'hydrogène à moyen terme, soit sous forme liquide, donc l'hydrogène pour l'aéronautique, ou pour de la production de carburant de synthèse. Et puis enfin, la dernière caractéristique que je voulais mettre en avant de passer la parole à Thierry, c'est que tout ça se construit dans une vraie dynamique territoriale. Alors ça, on en avait le sentiment, mais aujourd'hui, clairement, on voit apparaître une dizaine d'écosystèmes qui sont très actifs
7 bassins hydrogènes qui sont vraiment identifiés. Et donc, la nécessité d'accompagner des initiatives locales et territoriales. Et donc, et ça c'est le rôle qu'on a l'habitude d'avoir GRT Gaz comme nous, c'est d'accompagner ces écosystèmes pour ensuite pouvoir leur permettre aussi de s'interconnecter. Donc voilà les premiers enseignements, une vraie dynamique, mais encore une dynamique lancée et autour des très gros acteurs, avec en perspective quand même de très très belles évolutions. Parfait, merci beaucoup, monsieur Maucly. Monsieur Trouvé, de votre côté, qu'est-ce que vous avez retenu essentiellement de cette, consultation? Alors, plus précisément, ce qui est intéressant de regarder, c'est quelles sont les attentes exprimées en matière d'infrastructure. Euh, et de ce point de vue-là, il y a un petit biais cognitif quand on est transporteur de gaz, c'est que quand on a un marteau dans la main, tous les problèmes ressemblent à des clous et qu'on est donc la tentation de voir des besoins de tuyaux partout, là où il n'y en aurait pas. Or, ce que nous apprend cette consultation, ce que nous disent les différentes parties prenantes qui se sont exprimées, confirme en réalité ce que l'on pressentait. Du côté de ceux qui envisagent de consommer de l'hydrogène, qui en consomment déjà pour certains, mais en tout cas de ceux qui envisagent d'en consommer, leur première préoccupation, c'est de l'accès à un hydrogène compétitif. Ce qui veut dire, quelque part, pouvoir mettre en concurrence différentes sources. Leur deuxième préoccupation, c'est l'accès à un hydrogène, un accès sécurisé à l'hydrogène, de manière à ne pas dépendre d'une seule installation qui peut toujours tomber en panne. Symétriquement, du côté de la production, les producteurs, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir accès à une zone de chalandise suffisamment large. Et au fond, ce qui les intéresse, c'est d'avoir une certaine sécurité de la demande. C'est intéressant de noter qu'au fond, 90% des contributeurs à cette consultation nous disent qu'ils voient effectivement un besoin d'infrastructure rempli par un réseau de canalisation. Également, un autre signal qui est envoyé concerne le stockage, à la fois donc vu des consommateurs qui ont en tête de cette préoccupation de sécurité et pour eux, un stockage, ça peut être une contribution importante à davantage de sécurité dans leur approvisionnement. Et au-delà de ça, il y a un véritable intérêt sur la flexibilité notamment pour le système électrique demain, que ces stockages peuvent apporter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au fond, dans les enseignements, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à cette logistique, comment on arrive à la mettre en place. Et ça, ce sont essentiellement les ateliers territoriaux que nous avons menés dans quelques-uns de ces bassins dont parlait Dominique à l'instant, qui nous ont éclairés. La problématique, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire rencontrer l'offre et la demande, sachant que souvent, on est dans une situation où il y a plusieurs acteurs qui sont du côté de la demande et plusieurs acteurs qui sont du côté de l'offre. Et donc, le besoin, assez rapidement dans ces ateliers, le besoin d'une planification territoriale est arrivé parce que tous ces acteurs, ils ont besoin de visibilité pour organiser leurs projets dans l'espace et dans le temps. Et l'autre élément intéressant également, c'est que cette fonction de planification de ces infrastructures, elle est assez naturellement attendue de la part des transporteurs que nous sommes, dans la mesure où ce sont la plupart des acteurs dont on parle sont des acteurs qui nous connaissent déjà, qui sont souvent clients sur nos réseaux. Et au fond, cette mission, nous l'avons déjà et nous la pratiquons au quotidien dans le domaine et depuis longtemps dans le domaine du gaz naturel. Donc, il y a une vraie attente en termes de planification de ces infrastructures vis-à-vis de nous. Troisième enseignement qui est peut-être une surprise un petit peu plus grande, au moins dans son intensité, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont mentionné le rôle qu'ils envisagent pour le CO2 dans leur projet de décarbonation. Ils ont imaginé, ils travaillent, ils réfléchissent à comment faire de la capture et du stockage de carbone ou de la réutilisation de carbone. Et assez naturellement, le complément indispensable de projets de ce type-là, c'est bien souvent de la logistique pour pouvoir transporter d'un point A à un point B ce CO2. Et donc, on voit qu'à côté de cette logistique de l'hydrogène qu'on va donc être appelé certainement à déployer progressivement, apparaît aussi un besoin de logistique
du CO2. Voilà en gros les principaux enseignements que l'on retire de cette consultation publique, mais tout ça va être détaillé dans un instant par Marie-Claire Aoun et Philippe Madiec. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Je précise que malheureusement, étant donné l'actualité, vous avez des contraintes qui vous empêchent de rester avec nous pour la suite de cette conférence. Mais en effet, nous allons maintenant entrer un peu plus en détail sur les enseignements de la consultation avec Marie-Claire Aoun et Philippe Madiec. Et je vous retrouve dans un instant pour la suite de cette restitution. Rebonjour. Donc, comme annoncé, effectivement, nous entrons un peu plus dans le détail de l'analyse des résultats avec Marie-Claire Aoun, qui est directrice de la prospective et des relations institutionnelles de Teréga, et Philippe Madiec, directeur de la stratégie et de la régulation de GRT Gaz. Alors, premier enseignement de cette consultation, c'est le grand succès qu'elle a rencontré, l'intérêt fort qui a été exprimé par les acteurs du marché au travers des différents modes de consultation que vous avez utilisés, puisque aussi bien des questionnaires que des échanges bilatéraux, que des ateliers territoriaux qui ont permis de mettre en évidence certaines spécificités et donc besoins dans des territoires en particulier. Marie-Claire, je vous laisse la parole pour nous en dire plus. Oui, absolument. C'est donc un exercice que nous avons mené pendant 6 mois, depuis juin 2021. Et effectivement, on a eu la chance d'avoir plus de 130 réponses à cette consultation, qu'on a prolongée par des échanges bilatéraux, comme vous le disiez. Et puis, on a aussi souhaité, on voit bien qu'il y a une très forte dynamique territoriale, ça a été dit en introduction, on a souhaité aussi prolonger ces échanges par des ateliers territoriaux. Donc, on en a organisé 3, un à Dunkerque et un à Fos, par GRT Gaz et puis par Teréga au niveau de Lac Potarbes pour le bassin sud-ouest. Et donc c'était une consultation très riche en enseignements. Notre objectif était aussi de prolonger quelque part les discussions qu'on a pu avoir au niveau européen avec nos homologues, les autres opérateurs, notamment dans le cadre de la dorsale européenne de l'hydrogène, et de voir dans quelle mesure ce qu'on était en train de percevoir, la dynamique qu'on voyait au niveau européen pouvait s'appliquer en France. Et on voyait bien effectivement nos voisins, notamment les Pays-Bas ou l'Allemagne, progresser dans ce domaine et organiser ces dialogues et cette concertation avec les acteurs. Les contributions ont été aussi, nous ont parvenu de nombreux acteurs. Tous les acteurs ont participé, des consommateurs, des producteurs, des experts, des opérateurs d'infrastructures adjacents, des acteurs institutionnels. On sait effectivement l'importance aussi et le rôle que jouent aujourd'hui les collectivités et les acteurs institutionnels pour soutenir le déploiement de l'hydrogène. Donc c'est une consultation qui a rassemblé une diversité de points de vue. Donc les enseignements sont assez riches et on va vous dévoiler peut-être quelques éléments plus précisément de ce qu'on a pu tirer de ces différents échanges. Peut-être le premier enseignement qu'on mettra en avant, c'est effectivement que l'hydrogène est vraiment identifié comme un vecteur clé de décarbonation par l'ensemble des acteurs. On constate très clairement, ça ressort, que c'est un fort besoin de décarbonation chez les industriels et qui envisagent par exemple d'utiliser l'hydrogène pour la transformation de leur processus de production dans différentes industries fortement consommatrices d'énergie, que ce soit dans l'industrie agroalimentaire, dans le raffinage, la pétrochimie, etc. On voit aussi un fort intérêt pour utiliser l'hydrogène pour produire de la chaleur industrielle ou même pour remplacer une source d'énergie décarbonée. Donc c'est vraiment un vecteur qui ressort très clairement dans la consultation. Ensuite, le deuxième usage qu'on perçoit, c'est évidemment le vecteur hydrogène pour décarboner la mobilité. Et là, la décarbonation de la mobilité, que ce soit dans le secteur des transports, de marchandises et de voyageurs, la mobilité donc maritime aussi et fluviale. Et puis, mais on y reviendra tout à l'heure, le secteur aérien qui effectivement ressort avec des volumes très significatifs à long terme et qui potentiellement pourrait effectivement changer la donne. Et comme je le disais, les acteurs publics font beaucoup
valoir aussi un rôle clé pour l'hydrogène dans la mobilité, et notamment dans les transports publics, pour décarboner les bus, les navettes maritimes, etc. Et je pense qu'on en parlera aussi tout à l'heure avec la région Occitanie. Aussi une très forte dynamique, on le verra aussi autour des zones portuaires. On voit aussi un troisième usage qui ressort, c'est l'usage de l'hydrogène associé à la production d'électricité. Et là, c'est très clairement, et je pense que Thierry Trouvé l'a indiqué dans son introduction, pour apporter l'hydrogène est vraiment vu aussi comme un moyen d'apporter une flexibilité au secteur et à la production d'électricité, avec toutes les possibilités de stockage aussi que cela induit pour supporter et soutenir les énergies renouvelables et le caractère intermittent. Donc un troisième usage. Et puis le dernier peut-être qui ressort de manière un petit peu plus marginale, c'est l'usage résidentiel et tertiaire de l'hydrogène, mais là on est plutôt dans la partie méthanation, donc où en fait combiné avec du CO2, on pourrait effectivement le réinjecter dans les réseaux de gaz et donc avoir ces usages chauffage. Et donc ça aussi c'est un élément clé qui ressort. Et puis comme ça a été souligné aussi en introduction, ce qu'on a constaté, c'est un intérêt très fort qui est porté par de nombreux acteurs autour de la capture et le stockage de CO2 dans la décarbonation, qui est souvent aussi perçue comme étant complémentaire aussi à l'hydrogène par de nombreux industriels. Et il y a même des acteurs qui appellent aussi à avoir ce type de consultation aussi pour les questions de CO2. Donc ça, c'est effectivement un enseignement intéressant. Ensuite, ce qu'on a aussi constaté, et ça a aussi été mentionné en introduction, c'est que finalement, ce marché de l'hydrogène, il ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qu'il faut concevoir par une approche progressive, une approche par étapes. On voit que de nombreux acteurs le perçoivent ainsi. Ils perçoivent d'abord une approche pour commencer à utiliser l'hydrogène, à se familiariser avec ce vecteur, quelque part l'approche qu'on voit aujourd'hui, autour de projets pilotes, autour de démonstrateurs, pour tester la fiabilité de l'hydrogène, mais aussi tester et préciser le modèle économique qu'on peut avoir derrière. Progressivement, on va voir émerger ces écosystèmes locaux qui ont certainement d'ailleurs commencé à émerger, j'y reviendrai dans un instant, avec des usages qui se constituent progressivement autour de la mobilité et autour de l'industrie. Et puis, progressivement, on arriverait au fur et à mesure vers la constitution de bassins avec potentiellement des infrastructures qui relieraient ces écosystèmes entre eux, peut-être au niveau régional dans un premier temps, et avec ensuite une approche nationale pour arriver ensuite à plus long terme vers une approche plus européenne et une intégration du système français à l'échelle européenne, à un horizon 2035 qui est plutôt un horizon qui converge, ce qui ressort en tout cas dans la consultation. On voit aussi, comme vous pouvez le voir sur la carte, ces 7 bassins dont on a déjà parlé. On voit cette dynamique qui commence à s'installer. D'abord le bassin nord, on y reviendra tout à l'heure, avec un écosystème assez dynamique qui se structure autour de la zone portuaire de Dunkerque. La vallée de Seine, autour du Havre, la zone industrielle du Havre, autour de Rouen et les activités aéroportuaires d'Île-de-France. Je pense qu'on y reviendra aussi tout à l'heure. Le Grand Est, autour des plateformes industrielles de Moselle, le bassin centre-est autour de Lyon et Grenoble, le sud-est autour de Fos-Marseille, et donc là les usages industriels évidemment, raffinage, sidérurgie, pétrochimie, le Grand Ouest autour de Saint-Nazaire et sa zone portuaire, et puis enfin le bassin sud-ouest qu'on voit autour des zones portuaires de Bordeaux et de Port-la-Nouvelle, et puis de la mobilité, de ce corridor mobilité autour de l'Occitanie et du bassin industriel de Lac. Donc on voit ces bassins, chacun sa propre dynamique. Ce qu'on constate aussi, et c'est un des enseignements intéressants, c'est qu'au sein de ces bassins, on voit des consommations émerger, on voit aussi un peu de production, mais on voit bien que ces bassins, entre eux, l'offre et la demande ne s'équilibrent pas spécialement, et qu'il y a un écart en fait entre les besoins de production et les besoins de consommation. Et cet écart tend parfois à s'accroître au fur et à mesure, donc ce qui plaide aussi en faveur d'avoir une approche peut-être groupée pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut optimiser l'offre et la demande à un niveau beaucoup plus large qu'au niveau de ces bassins. Voilà en quelques mots, et puis Philippe rentrera dans le détail. Parfait.
Merci beaucoup, Marie-Claire Aoun. Alors effectivement, Philippe Madiac, là, on vient de constater des disparités dans les volumes et les ambitions de développement euh, sur le plan spatial, mais il y a aussi des disparités qui apparaissent sur le plan temporel. Oui, merci. Oui, effectivement, donc on l'a un peu abordé en début et Dominique Niclil l'a mentionné. Bon, une des constatations qu'on a fait, c'est que finalement, au niveau de l'offre, les projets de production apparaissent très clairement dans les prévisions et elles se calent peu ou prou d'ailleurs sur les ambitions françaises en termes de soutien à la production. Et ce qui fait qu'on a une vision finalement assez claire, je dirais, des projets et de la production et donc de son emplacement sur la production d'hydrogène, qui est d'ailleurs essentiellement, comme vous voyez sur le graphe, envisagé sous forme d'électrolyse de l'eau, hein, donc ce procédé qui permet de casser la molécule d'eau pour récupérer l'hydrogène sur la base à partir d'électricité. Les autres technologies qui sont aujourd'hui plutôt émergentes, hein, d'ailleurs, sont citées, mais restent quand même très marginales. Et au-delà de ces premiers projets, finalement, les producteurs ne sont pas spécialement mobilisés, ou en tout cas ne portent pas de vision très lointaine sur les volumes comme sur les localisations. Alors, à contrario, si on passe aux slides suivantes, à contrario, pour l'offre, c'est un peu le contraire, hein, puisqu'on a aujourd'hui des gens qui utilisent des énergies fossiles, pour la plupart, des grands industriels. Pour la demande, vous voulez dire? Pour la demande, pardon, qui aussi d'ailleurs parfois utilisent du gaz, hein, et produisent eux-mêmes de l'hydrogène à partir de gaz, et qui souhaitent décarboner leurs usages. Ces processus-là, ou ces process sont bien connus, ils sont identifiés. Pour autant, la temporalité de savoir à quel moment il est économiquement intéressant de substituer un mode de production à un autre mode de production est moins claire dans les retours que nous avons, et on le comprend, puisque c'est lié à des temporalités qui sont liées notamment à l'offre et à sa compétitivité. Alors quand on voit d'ailleurs sur les retours que nous avons, on voit clairement que l'industrie représente dans les premiers usages une part très significative des besoins qu'on remonte via cette consultation. La production d'énergie reste aussi assez significative aux alentours de 2030-2035. La mobilité, elle, reste plus marginale. Elle est plutôt d'ailleurs routière à ce pas de temps. Par contre, quand on projette un peu plus loin, on voit que la mobilité, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, que la mobilité, notamment tirée par des besoins aériens potentiels qui, quand ils se révèlent, prennent une part très significative de la demande à cet horizon-là, prennent une part beaucoup plus importante, l'industrie restant évidemment un des premiers utilisateurs de l'hydrogène pour ses usages décarbonés. Voilà, alors ce décalage dans le temps, finalement, est intéressant à constater, il s'explique, mais il est intéressant à constater, et quand on va sur les écosystèmes, on s'aperçoit que finalement, il faut aider probablement à faire converger ces timings ou ces plannings qui ne demandent qu'à s'ajuster, mais qui ne tombent pas naturellement de façon concomitante exacte. Voilà. Alors, sur les développements sur ces offres, sur l'offre et la demande, au-delà de cette synchronisation qu'il est nécessaire de faire, on le rappelle aussi, évidemment, les consommateurs souhaitent avoir, comme le disait Thierry Trouvé tout à l'heure, le choix dans l'hydrogène, ou en tout cas un accès à l'hydrogène le plus compétitif, et ils souhaitent évidemment, puisqu'on dessert des process de production derrière, ils souhaitent avoir un approvisionnement sûr et relativement stable. Évidemment, la production, elle, est corrélée souvent à des productions électriques qui seront de plus en plus intermittentes dès qu'on met des ENR électriques. Et donc, ces productions peuvent être désynchronisées en termes de temporalité, et ce qui amène probablement des besoins de flexibilité dans le système. Voilà, donc au-delà de ces besoins, où ces besoins nous conduisent finalement à
à envisager un lien à faire entre la production et la consommation. Et on s'aperçoit que les infrastructures aident à faire ce lien. Pourquoi elles aident à faire ce lien? Parce qu'on a un lien physique qui s'établit quand on montre des canalisations. Et ce lien, en plus, permet de projeter. C'est-à-dire que les gens ne se sentent plus obligés de faire coïncider exactement un projet de production avec un projet de consommation, mais s'intègrent dans un écosystème qui donne de la souplesse, soit pour le producteur à renforcer ses projets de production, soit au consommateur d'avoir un timing peut-être un peu plus ajusté par rapport à ses besoins. Voilà. Au passage, on permet de mutualiser également les besoins, ce qui est intéressant puisque le coût de la logistique de l'énergie est une économie à rendement croissant. Hein. Donc plus on transporte des gros volumes, plus les coûts ramenés à l'unité sont bas. Merci beaucoup Philippe Madiac. Alors en effet, vous parlez d'écosystème. La consultation vous a également mené à faire des zooms sur certains territoires qui sont un peu en pointe, un peu en avance sur d'autres dans leur projet de développement du marché hydrogène. Absolument, et ça a été mentionné tout à l'heure par Marie-Claire. Hein. Cette consultation, on a bien senti que la laisser à un niveau national, on perdait finalement de l'information par rapport à une consultation qui allait au plus près des écosystèmes dynamiques. Donc assez naturellement, on a fait des ateliers dans les zones qui nous paraissaient les plus dynamiques, et elles se sont révélées être effectivement très dynamiques. On a cité la zone de Fos-Marseille, on a cité la zone de Dunkerque. Il y en a d'autres qui nous sont apparus d'ailleurs au cours de cette consultation. Je mentionne notamment la zone de Mulhouse, là où finalement on a un écosystème où on s'est aperçu qu'on avait des producteurs potentiels, on avait des consommateurs potentiels, pas très éloignés les uns des autres, dans une zone en plus qui était très proche finalement d'une zone suisse ou allemande qui était aussi avec un certain dynamisme. Et donc ça nous amène effectivement à faire un peu un zoom sur ces différentes zones, et sans oublier évidemment le sud-ouest avec la zone Aquitaine et Occitanie. Voilà, alors pour faire un peu un zoom sur quelques projets ou quelques zones particulières, pour le nord, donc on a cité Dunkerque avec sa zone portuaire. Évidemment, c'est là aussi où s'est révélé les besoins concomitants de logistique du CO2, puisqu'on a des grands projets de stockage de CO2 en mer du Nord qui donnent lieu à certains projets, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, et la zone de Dunkerque est particulièrement bien située aussi pour envisager ce genre de projet. Donc, de façon concomitante et à côté des projets de développement de l'H2, et on a vu certains grands acteurs aujourd'hui qui ont fait le choix de l'H2, notamment dans l'acier, qui sont situés dans ces bassins. Il y a une vraie dynamique pour essayer de cristalliser finalement les besoins de logistique et de faire en sorte qu'ils émergent assez rapidement. On a remis en visibilité aussi la zone de la Sarre, avec le projet Mosaïque de GRTgaz et de son partenaire Creos Deutschland, où là on a un écosystème avec de la production dans le pays en Allemagne, et de la consommation aussi en Allemagne, et de la production en France. Donc on a un écosystème qui se prête à ça, et GRTgaz a déjà un projet pour réutiliser des canalisations existantes. Dans la même zone, on a un écosystème de Mulhouse, comme je vous l'ai dit, qui donnera lieu très probablement à une communication de GRTgaz autour de ce projet, ou autour de cette zone. Pour ce qui est de cette zone, donc on a évidemment dans la zone de Chalampé, une zone quand même où la chimie est très présente. On a aussi de la production d'électricité et des usages, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent être très facilement interconnectés, ou en tout cas qui ont une certaine proximité avec l'Allemagne ou la Suisse, dans une vallée très chimie et très orientée vers la chimie. Donc la décision de lancement de projet devrait venir sous peu de conversion de canalisation dans cette zone. Pour ce qui est de la région de Fos et de Marseille, beaucoup de projets étaient déjà présents. C'est une zone qui est très dynamique, d'ailleurs très animée par l'écosystème et par les différents acteurs. Assez naturellement, là aussi, il y a des productions de CO2, mais les zones de stockage sont moins évidentes. Donc si la partie de besoin
de traitement du CO2 est apparue, la logistique est apparue moins mature à ce stade. En revanche, la production d'hydrogène et la consommation d'hydrogène est bien là, avec la chance d'avoir des stockages salins qui peuvent être convertis à l'hydrogène dans la zone, ou même des nouvelles cavités qui peuvent être éventuellement dédiées à l'hydrogène. Donc on a un écosystème là qui se prête particulièrement bien au développement d'une logistique qui intègre une chaîne complète. Et GRTgaz, d'ailleurs, avec l'ensemble de ses partenaires, anime une démarche pour essayer de faire émerger au plus vite la logistique qui convient à cette zone dans la temporalité qui va bien. Très bien, merci. Alors, une dernière zone peut-être avec Marie-Claire Aoun, la zone qui englobe une partie de la Nouvelle-Aquitaine et de la région Occitanie, qui est votre zone naturelle. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est le bassin du sud-ouest qui va depuis Bordeaux jusqu'à l'Occitanie. Ce bassin, peut-être, se caractérise par une très forte dynamique enclenchée par la volonté politique et par la mobilisation des acteurs institutionnels, en particulier en Occitanie, avec de nombreux projets autour de la mobilité. Il y a aussi en Nouvelle-Aquitaine la feuille de route sur l'hydrogène qui a été publiée, et puis le livre blanc qui est aussi porté par le territoire d'industrie Lac-Potarbes, où il y a une forte dynamique industrielle autour du territoire de Lac. On voit aussi ce bassin se caractérise effectivement par sa situation géographique à la frontière espagnole, et donc on voit aussi qu'il y a des synergies qui peuvent émerger à l'avenir avec nos voisins espagnols qui disposent effectivement d'un potentiel de production d'hydrogène assez conséquent et qui auraient aussi besoin de recourir aux capacités de stockage qu'on pourrait avoir chez nous. Donc il y a des synergies à avoir aussi de part et d'autre de la frontière. Donc c'est aussi une caractéristique forte de ce bassin. On peut peut-être évoquer quelques projets en cours, notamment donc ce fameux projet Lac Hydrogène qui vise à convertir une partie de l'interconnexion espagnole pour la convertir pour accueillir de l'hydrogène et transporter de l'hydrogène depuis l'Espagne vers la France et aussi recourir au stockage. Donc c'est une approche transnationale, France-Espagne, et c'est aussi un des premiers maillons de la dorsale européenne de l'hydrogène dont on a parlé, qui pourrait effectivement lier ensuite la France au reste de l'Europe. Donc c'est ce projet Lac Hydrogène autour des infrastructures. Ensuite, il y a aussi le projet IGEO, qui est un projet pour la réutilisation d'une cavité saline pour le stockage géologique de l'hydrogène, qui est un projet porté par Hydrogène de France. Et puis, un dernier projet que je citerai, même s'il y en a beaucoup et je pense qu'ils seront aussi abordés tout à l'heure, autour de Pyrénées Hydrogène. Et donc, c'est la création du premier écosystème hydrogène pour la mobilité et l'industrie au sein du territoire Lac-Potarbes, avec donc l'idée de créer de la production d'hydrogène renouvelable centralisée, une distribution sur différents sites industriels et donc sur 3 sites mobilité. Très bien. Donc on voit effectivement beaucoup de projets qui émergent un peu partout en France, enfin un peu partout, essentiellement dans les fameux 7 bassins qui avaient été identifiés. Forte de ces premiers résultats, quelles sont les prochaines étapes que vous allez mener ensemble sur cette consultation des acteurs de marché ? Alors, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais l'exercice a vocation effectivement à être renouvelé. Je pense que la thématique des infrastructures appelle à avoir ce dialogue régulier dans la mesure où on parle de projets sur le temps long. Et donc, l'idée de cet exercice, c'est de pouvoir instaurer ce dialogue avec le marché et de pouvoir effectivement analyser son évolution et pouvoir être au rendez-vous pour mettre à disposition ces infrastructures. L'idée, c'est de pouvoir effectivement voir l'évolution de ces bassins et d'engager surtout une approche d'anticipation et de planification de ces infrastructures. Je pense que ça, c'est le principal message qu'on portera. C'est vraiment d'anticiper et de planifier ces infrastructures pour ne pas attendre effectivement que la demande soit bien installée et qu'on ne soit pas dans une approche cohérente et qu'on cherche au maximum à optimiser nos infrastructures. Et effectivement, s'il y a des infrastructures gazières qui peuvent servir pour transporter de l'hydrogène, est-ce qu'on les identifiera
rapidement et qu'on puisse mettre en place le processus. Donc un dialogue régulier avec les acteurs, avec les autorités, avec le régulateur. C'est un peu l'objectif de ce travail, c'est effectivement d'essayer de converger vers une vision commune et d'être dans une approche d'anticipation pour la suite. Donc l'idée, c'est de le renouveler effectivement dans les... Et donc pour ça, vous allez développer de nouveaux ateliers en région et creuser certaines thématiques en particulier. L'idée, effectivement, est d'organiser de nouveaux ateliers pour prolonger les réflexions qu'on a pu avoir et puis après, un petit peu plus tard, réorganiser cet exercice à l'échelle nationale. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous. On va maintenant donner la parole à des acteurs de marché dont on a pour l'instant pas mal parlé mais qu'on n'a pas encore entendu, juste après ça. Alors, j'accueille pour creuser ce volet acteur du marché. En duplex, avec nous, Aurélie Picard, qui est déléguée générale du comité stratégique de filière Nouveaux Systèmes Énergétiques. Et avec nous en plateau, Blandine Londfried, vous êtes responsable développement énergie hydrogène pour le groupe Aéroports de Paris. Et Bernard Gilabert, vous êtes conseiller technique hydrogène pour la région Occitanie. Et donc Marie-Claire Aoun et Philippe Madiec sont restés avec nous. C'est un panel intéressant parce qu'en fait vous reflétez la diversité finalement des acteurs qui ont été consultés. On a à la fois une représentante de l'État en la personne d'Aurélie Picard et aussi des potentiels utilisateurs d'hydrogène, à la fois industriels et territoriaux. Donc je vais donner la parole pour commencer à Aurélie Picard du comité stratégique de filière Nouveaux Systèmes Énergétiques. Peut-être dans un premier temps, bonjour Aurélie, bienvenue parmi nous. Dans un premier temps, peut-être nous rappeler brièvement ce que sont les comités stratégiques de filière, quel est leur rôle et puis plus particulièrement celui que vous coordonnez, à savoir Nouveaux Systèmes Énergétiques, quelle est sa vocation. Je vous remercie. Oui, donc les comités stratégiques de filière ont vocation à développer l'industrie. On a 18 comités stratégiques de filière donc en France, autour des 18 filières les plus stratégiques. Et donc notre filière des nouveaux systèmes énergétiques a pour vocation de faire de la transition énergétique une opportunité de réindustrialiser la France. Donc c'est vraiment une association qui regroupe des acteurs de l'État, des collectivités territoriales, des associations et les industriels du secteur pour mettre en place un plan d'action commun pour développer l'industrie autour de la transition énergétique. Donc tous les 2 ans, on signe un contrat de filière avec les ministres de l'économie et de la transition énergétique écologique qui fixe un plan d'action qu'on met en œuvre ensuite durant les 2 années qui suivent, grâce à l'implication de plus de 1200 contributeurs extrêmement actifs pour transformer ce plan d'action en réalité. Très bien, merci beaucoup pour... périmètre, tout simplement pour préciser, les questions d'ENR, d'énergie renouvelable, de stockage, de réseau naturellement et d'efficacité énergétique. Parfait, merci beaucoup. Et alors dans ce contexte-là, quel est le rôle que pourrait être amené à jouer l'hydrogène à la fois dans la politique énergétique et dans la politique industrielle française? Et en quoi l'actualité, par ailleurs tragique, influe-t-elle sur ces projets? Est-ce que ça a un effet d'aiguillon sur le développement de toutes ces pistes d'accès à une certaine forme d'indépendance énergétique? Tout à fait. Donc, l'hydrogène a un rôle central dans cette démarche. Il est extrêmement important pour la décarbonation de l'industrie. Il est également une matière première pour nombre d'industriels. Et en fait, on est assez marqué par ce qui a pu se passer dans le solaire, où on a beaucoup investi dans la transition énergétique. On n'a pas forcément eu un retour important sur la partie industrielle. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on travaille sur les différents sujets. Et l'ambition sur l'hydrogène, c'est bien à la fois de travailler tout le potentiel de l'hydrogène sur les politiques environnementales, énergétiques, et donc de l'utiliser comme un facteur essentiel de la décarbonation de l'industrie, mais également dans ce déploiement de vraiment prêter attention à la dimension industrielle qui lui est liée, c'est-à-dire aux équipements qu'on va déployer pour que la production de ces équipements se fasse bien en Europe et qu'il y ait une économie de la production de l'hydrogène qui se développe. Et en plus, sur l'hydrogène, il y a une dimension supplémentaire, c'est que l'hydrogène étant un élément
risquant de devenir, ou en tout cas on l'espère devenant un élément important pour l'industrie, la compétitivité qu'on va pouvoir avoir sur le prix de l'hydrogène en France va être essentielle pour les industriels français. Et donc c'est vraiment ces 3 dimensions-là qui sont travaillées et qui sur l'hydrogène dans tout le plan d'action qui est mené entre les industriels et l'État. Pour ce qui est de la situation actuelle, elle nous montre l'importance de l'énergie, elle accélère, on l'espère, la transition énergétique, elle met en avant la nécessité d'une indépendance énergétique. Et donc, en fait, sur les questions d'hydrogène, elle tire le système production d'ENR dédié nouvelle et électrolyse. Le plan d'action de déploiement de l'hydrogène aujourd'hui en France est un plan d'action autour de l'hydrogène vert avec l'électrolyse. Et la situation actuelle nous oblige de le penser bien, production de moyens de production d'énergie renouvelable supplémentaire liés à l'électrolyse. Voilà, il y a une urgence à accélérer et on sent qu'il y a une vraie accélération sur le déploiement de ces questions d'ENR, d'efficacité énergétique, et l'hydrogène y a toute sa place. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour cet état des lieux que vous avez brossé rapidement. Donc je me tourne maintenant vers les utilisateurs et tout d'abord vers vous, Blandine Landfried, donc pour Aéroport de Paris. Quels sont les usages que ADP envisage pour l'hydrogène ? Eh bien, comme l'ont expliqué tout à l'heure Marie-Claire Aoun ou Philippe Madiac, pour les territoires, le vecteur hydrogène va dans un premier temps servir à décarboner nos usages en mobilité terrestre. Eh bien, le territoire aéroportuaire n'y déroge pas. On envisage aujourd'hui en fait l'hydrogène comme un moyen de décarboner en premier lieu, à court terme, notre mobilité terrestre. Donc pour les usages classiques, j'ai envie de dire de la ville que toutes les collectivités accueillent, hein, que ce soit des bus, des poids lourds, avec en plus une spécificité adressée par les aéroports. On va également voir l'hydrogène comme un vecteur de décarbonation des engins qu'on appelle côté piste, des engins d'assistance en escale, des engins que vous voyez au service de l'avion, qui tournent autour des avions lorsque les avions sont au poste de stationnement. Donc à la fois, par exemple pour des engins très lourds, les engins, les tracteurs avions, mais aussi bien pour les engins qui peuvent servir à charger du fret à bord des avions. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne voit pas l'hydrogène comme l'alpha et l'oméga de la transition énergétique. Pour la mobilité terrestre ou la décarbonation de nos usages au sol, on voit vraiment l'hydrogène comme un vecteur complémentaire à l'électrification. L'hydrogène intervient pour nous là, à partir du moment où l'électrification ne serait pas suffisante. C'est une forme d'électrification, mais sans batterie. C'est ça. Et ensuite, quand vous regardez les feuilles de décarbonation du transport aérien, donc des avions, on voit que l'hydrogène prend toute sa place, et ce, sous plusieurs formes. Pour les très petits vols, les vols régionaux, l'hydrogène peut être un vecteur de décarbonation sous forme gazeuse à travers l'utilisation d'une pile à combustible, donc hydrogène transformé en électricité pour faire voler des petits avions. Pour les avions un peu plus gros, donc ce qu'on appelle les moyens porteurs, les moyens courriers, type 320 par exemple, là l'hydrogène peut être un vecteur de décarbonation sous forme liquide, puisque l'hydrogène serait ce serait de la combustion directe. En fait, on ne passerait plus forcément par la pile à combustible. Et enfin, le dernier usage de l'hydrogène qu'il ne faut pas oublier, c'est pour tous les avions, y compris les très longs courriers, sous la forme de SAF, de carburant aéronautique durable. Sustainable Aviation Fuel. Exactement, en français. En version originale, voilà, c'est ça. Puisque aujourd'hui, notre cadre législatif va demander en fait à ce que les compagnies aériennes utilisent et des mandats d'incorporation de ces carburants aéronautiques durables dans les avions, et une partie, et fixe déjà en fait dans le cadre réglementaire qu'une partie de ces carburants aéronautiques durables doivent être de synthèse, donc fabriqués à partir d'hydrogène. Donc on se rend compte que l'hydrogène a toute sa place et prend un rôle prédominant dans la décarbonation du transport aérien. Et en quoi est-ce que les premiers usages qui vont venir, on reviendra sur le calendrier tout à l'heure, mais dans un premier temps, les usages au sol, en quoi est-ce qu'ils peuvent quand même favoriser en fait le passage ensuite à des plus gros volumes sur l'usage en vol? D'accord. Alors, nous, on imagine vraiment le développement des usages en mobilité, ce qu'on appelle le hub terrestre,
comme la première étape en fait nécessaire et incontournable avant de passer à l'échelle de l'aviation. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va nous permettre en fait de nous acculturer à ce nouveau vecteur énergétique qu'est l'hydrogène. Aujourd'hui, on maîtrise très bien, enfin, on connaît le gaz, on connaît le gaz de ville, on connaît l'électricité, beaucoup moins l'hydrogène. Donc en fait, commencer entre guillemets petit va nous permettre ensuite d'envisager une massification à l'échelle de l'avion. La deuxième raison, c'est que c'est aussi un moyen pour nous de commencer à mettre en place toute une chaîne logistique. Voilà, tout d'abord, pareil, en commençant petit, dans la logique du fonctionnement par étapes que décrivait Marie-Claire tout à l'heure, avant d'envisager une chaîne logistique à l'échelle de l'aviation. On parlera des volumes tout à l'heure peut-être. Et enfin, le dernier enjeu pour nous, il va être de développer les usages au sol pour développer la production et donc du coup pour faire décroître le coût de la molécule d'hydrogène et la rendre accessible et compétitive. Très bien, merci beaucoup. Alors, Bernard Gilabert, donc conseiller hydrogène pour la région Occitanie. Alors, peut-être pourriez-vous nous rappeler quelles sont les ambitions générales, rapidement, les ambitions générales de la région en matière de transition énergétique? Quel rôle y jouent les politiques énergétiques du type Stradet? Et d'une façon générale, de quel levier une région dispose-t-elle pour soutenir ses industriels et ses acteurs d'une façon générale dans leur stratégie de décarbonation? Et bien entendu, quel rôle pour l'hydrogène dans tout ça? Oui, bonjour. Oui, je vais essayer de répondre globalement à vos questions. C'est vrai que depuis 2016, la région Occitanie a identifié l'hydrogène comme étant un vecteur important de la transition énergétique, et ceci dans le cadre d'un objectif global qui a été fixé par la présidente, qui est l'objectif REPO 2050, à savoir REPO, c'est régions à énergie positive d'ici 2050, qui, pour parler chiffres, correspond à multiplier diviser par deux, la consommation énergétique d'une part, la sobriété, et multiplier par 4 la production d'énergie renouvelable. Et c'est vrai que ça doit se traduire dans ce que les régions ont comme obligation de nourrir leur schéma régional de développement durable, de développement du territoire, par effectivement des éléments liés à cette approche énergétique globale, mais pas que, également aux politiques de transport de marchandises, transport de voyageurs et divers autres sujets. Pour ce qui est de la région Occitanie, elle a mis en place un certain nombre de leviers qui permettent d'accompagner tout ce qui peut se mettre en place autour de l'hydrogène par deux éléments. Une organisation d'abord et des moyens. L'organisation, c'est simplement mettre en place réellement dans les services de la région, de l'environnement, une véritable direction qui s'occupe de l'hydrogène, que la recherche également, le service recherche s'en préoccupe et que le service formation professionnelle également accompagne. Et ça, c'est intéressant pour l'accompagnement global de la filière. À côté de cela, des satellites à la région tels que l'Agence de développement économique assurent l'animation de la filière avec tous ces acteurs, qu'ils soient de PME, PMI, start-up, recherche divers, et d'autre part, assure la veille de ce qui se passe au niveau national et au niveau européen sur le sujet. Deuxième satellite, c'est l'Agence régionale énergie-climat qui, par le biais de sa société d'économie mixte, a été capitalisée à hauteur de 35 millions d'euros pour pouvoir accompagner des projets et créer des sociétés de projets lorsque des porteurs de projets arrivent. On aura l'occasion d'y revenir. Ça, c'est le côté organisation. Ensuite, le côté moyen, le côté moyen, ça a été d'abord un plan hydrogène vert à hauteur de 150 millions d'euros qui a été voté en juin 2019 et qui a été suivi de plusieurs appels à projets, ou appels à manifestation d'intérêt. Et là, l'idée, c'est d'abord de mettre en place une impulsion. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est donner une capacité d'électrolyse, 125 MW, de financer des usines de production massive d'hydrogène vert, de permettre l'achat d'électrolyseurs, de quelques dizaines d'électrolyseurs, de plus de 50 stations de distribution d'hydrogène, et également, ce qui se voit pas mal, puisque la présidente en parle souvent, le financement du train hydrogène Régiolis en liaison avec la société Alstom à Tarbes et en liaison avec d'autres régions, puisqu'il y a d'autres régions qui se sont lancées dans cette démarche. Ça, c'est
le côté donc impulsion pour aider les porteurs de projets. Je voudrais revenir un tout petit peu, mais ça a été dit, mais je crois qu'il faut l'illustrer. Pourquoi l'hydrogène? C'est vrai que cette molécule d'hydrogène, elle offre énormément d'avantages pour décarboner l'industrie avec la méthanation, pour les mobilités, pour décarboner les mobilités via les piles à combustible, mais également pour la régulation électrique. Ça a été un petit peu dit. Et je rajouterai que c'est un combustible très intéressant, mais je crois que nous y reviendrons à la fin du webinaire pour dire que ça peut être aussi intéressant quant à l'ouverture à de nouvelles utilisations à partir des réseaux de gaz existants. À partir de là, bien, la région, si elle veut travailler sur l'hydrogène, dès le début, elle a posé comme principe qu'il fallait considérer la chaîne de valeur dans sa totalité. Production d'énergie renouvelable, production d'hydrogène vert, stockage, transport, distribution et usage, sachant que les usages sont très intéressants quant à la création de nouveaux emplois dans cette filière. Mais je peux en citer quelques-uns, mais c'est peut-être pas l'objet, hein, puisque rapidement, sinon, en tout cas. Voilà, Safra pour des bus, Bosch pour les engins frigorifiques, Genvia pour les électrolyseurs, Alstom pour les motorisations, voilà, et plusieurs projets sur des bateaux ou des bateaux de pêche également. Donc je ne rentre pas là-dedans, mais plusieurs projets sont en train d'émerger. Et cette considération de l'ensemble de la chaîne énergétique fait émerger que l'hydrogène, ça a été dit au début, est une plaque tournante de cette transition énergétique avec tous les impacts que ça peut avoir sur la décarbonation globale, mais également sur la création de nouveaux emplois. Très bien. Alors, merci à tous les deux pour ces exemples concrets d'utilisation, de projets d'utilisation. De nouveau, je vais demander à Aurélie Picard, d'un point de vue plus macroéconomique, quels sont les principaux enjeux autour de l'hydrogène et les facteurs clés du succès de son développement? Oui, je pense qu'on l'a évoqué, la compétitivité est un des enjeux principaux de déploiement de l'hydrogène. Ensuite, on voit dans notre filière des équipements de la transition énergétique la puissance des effets volume. Si on reprend l'exemple du solaire, les prix du solaire ont été divisés par 10 en 10 ans sous l'effet de l'explosion de la demande, de l'évolution massive de la demande de panneaux solaires. On a également cette baisse cette division par 10, c'est pas une baisse de 10%, une division par 10 du prix des technologies de batterie en 10 ans, également avec l'explosion de la demande. Donc, vraiment, la question, l'enjeu principal, c'est cette modalité de déploiement pour aller chercher le plus vite possible ces effets volume et de pouvoir atteindre la compétitivité de l'hydrogène. La difficulté étant qu'au début, ça coûte cher et que donc la massification des usages est importante et la manière dont on déploie est extrêmement importante pour bien enclencher la baisse des coûts. Et comme je vous disais, ce qu'on souhaite, la baisse des coûts des équipements produits en Europe. Donc il y a un vrai travail d'abord de massification qui s'est opéré au sein des différentes filières et maintenant, et on l'a bien déjà abordé précédemment, un travail extrêmement important, extrêmement structurant dans les bassins. Et vraiment, les bassins jouent un rôle central pour aller chercher les effets volume, à la fois sur le prix de l'hydrogène, parce que plus on va produire d'hydrogène, plus le prix de l'hydrogène va baisser. Et puis également aller chercher un effet volume plus global sur les équipements de la chaîne de valeur de production de l'hydrogène au niveau national, européen. Et donc vraiment, cette démarche territoriale est essentielle. Il me semble également qu'un des enjeux principaux, importants, c'est également la question de la modalité de ce déploiement et de la vitesse du déploiement. C'est une question difficile sur lesquelles on travaille beaucoup tous ensemble, collectivement, industriels, État, tous les industriels. Et cette étude, cette justement sollicitation et les retours que vous avez produits sont importants pour bien aborder, bien nourrir ces réflexions, pour essayer de pousser et organiser le rythme de déploiement, la manière de déployer la plus efficace possible. Merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure sur le rôle en particulier de la logistique en fait dans la baisse des coûts envisageable. Mais tout d'abord, je vais de nouveau poser une question à
Blandine Landfried. Vous nous avez décrit les différents usages qui sont envisagés aujourd'hui de l'hydrogène par le groupe Aéroports de Paris. À quelles échéances à peu près ces usages pourraient-ils voir le jour et surtout à quelles conditions et quel volume est-ce que ça représente? Alors, pour les usages en mobilité terrestre publique, c'est une réalité. Ouais. C'est demain, dès que les poids lourds sont prêts, nos partenaires les exploiteront. On a déjà enclenché sur nos plateformes parisiennes, sur nos 3 plateformes parisiennes, des projets de mise à disposition, de création de nouvelles stations de distribution d'hydrogène. On en a déjà aujourd'hui, depuis 2017, qui sont dédiés aux taxis. On a lancé des projets qui devraient être mis en service pour fin 2023, début 2024, pour justement permettre l'avitaillement en hydrogène des poids lourds qui arriveront. Sur la partie zone réservée, les engins spécifiques qui tournent autour des avions, on a des partenaires aujourd'hui, constructeurs et assistants en escale, en fait, qui travaillent sur des démonstrateurs. Donc, ils sont en train de développer 4 engins d'assistance en escale différents. Leur calendrier... 4, ça veut dire qu'à la fin des fins, on va en choisir un? Non, pardon, c'est vraiment 4 engins complètement différents, des fonctionnalités différentes, oui, voilà. Leur objectif, ce serait de tester ces engins fin 2023, début 2024, sur notre plateforme de Charles de Gaulle. Et l'idée ensuite, une fois que les engins auront démontré leur efficacité, ce sera d'enclencher pour eux la production massive, de manière à ce que toutes nos opérations au sol soient complètement décarbonées. Alors ensuite, il y a le fameux avion. On y arrive. Gros morceau. Alors, le calendrier, en fait, est également très, très large, puisque on pense aux gros avions, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les plus petits, les régionaux ou l'aviation générale de loisirs. Pour l'aviation générale et régionale et de loisirs, les premiers avions, pareil, on a déjà des partenaires qui travaillent sur des piles à combustible. On estime que les premiers engins devraient voler vers 2025, 2026. Voilà, donc là aussi, on s'y prépare. Et puis, je vous vois. Non, j'attends, ça va venir. Le gros, oui, voilà. Le gros avion, donc c'est celui qui est annoncé par Airbus, donc l'avion à moyen courrier. Donc qui fonctionnerait avec de l'hydrogène à combustion directe. Lui, il est annoncé pour Airbus à l'horizon 2035. Vous aimez les chiffres, alors je vais vous en donner 2 autres. En termes d'ordre de grandeur, donc l'avion, la phase d'émergence, ça va être 2035-2040. Dans les premières années, c'est quelques dizaines de tonnes par jour. Alors quelques dizaines de tonnes, c'est déjà énorme, puisque sur des écosystèmes au sol, donc pour des usages en mobilité, aujourd'hui, on est plutôt sur des stations qui distribuent de manière déjà ambitieuse entre 1 et 4 tonnes par jour. On considère que c'est déjà des grosses stations. Donc, la marche est quand même assez haute. Voilà, donc la marche est haute, et ça, c'est vraiment le tout début. Quand vous aurez que quelques avions sur les plateformes, c'est déjà au moins quelques dizaines de tonnes par jour. Pour atteindre dans les années 50 jusqu'à 400 tonnes par jour pour un aéroport de la taille d'Orly et 800 tonnes par jour pour un aéroport de la taille de Paris-Charles de Gaulle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a entendu plusieurs fois que l'aviation était un véritable game changer, parce que effectivement les volumes qui vont être rendus nécessaires par le transport aérien, et là je parle même pas des carburants aéronautiques durables, je parle uniquement de l'hydrogène à combustion directe, ça représente des quantités qui sont énormes, donc il faut qu'on s'y prépare dès aujourd'hui. Et alors justement, laissons de côté pour aujourd'hui la disponibilité de l'hydrogène et d'où il viendra, etc. Mais comment il sera transporté et acheminé jusqu'aux aéroports? Pour vous, quels sont les enjeux, quels sont vos besoins en termes d'infrastructures de transport et éventuellement de stockage, à la fois en termes de localisation, de forme de l'hydrogène, est-ce que ce serait sous forme liquide ou gazeuse, d'infrastructure, et là aussi, selon quel calendrier, en lien bien sûr avec les usages que vous venez de nous décrire? Alors, on a ce point commun entre l'industrie aéronautique et l'industrie de l'énergie, finalement, c'est d'avoir des cycles d'investissement qui sont très longs, un besoin de planification. Donc en fait, on a enclenché le groupe ADP avec 2 partenaires industriels que sont Airbus et Air Liquide. On a en fait démarré une étude sur les enjeux de l'organisation d'une chaîne logistique de l'hydrogène et également les enjeux du dimensionnement et de l'implantation de ces infrastructures dans le milieu aéroportuaire.
Et les conclusions de nos premières études, en fait, tendent à montrer que le scénario préférentiel, je dis bien pour Paris, parce que c'est pas une vérité universelle, Oui, ce mais serait vous en êtes fait... ADP, hein. Oui. On va pas vous demander Mais ADP est un groupe international, mais là je Oui, parle mais là, on pour parle des Paris. aéroports parisiens. Ouais. Je parle pour Paris, d'avoir une production en fait centralisée mais délocalisée, avec un acheminement en fait de cet hydrogène jusqu'aux plateformes sous forme gazeuse, et d'avoir ensuite sur site sur l'aéroport un process de liquéfaction et de stockage. Donc voilà, aujourd'hui la brique production, on la voit se mettre en œuvre, hein, puisqu'on a identifié des grands bassins de production, que ce soit sur l'axe Seine, en Normandie, etc. Du coup, le stockage, j'ai répondu, on l'imagine aujourd'hui plutôt sous forme liquide sur l'aéroport. Reste à traiter, et merci à GRT Gaz et Terega de nous donner la parole, parce que reste effectivement à traiter toute la question de Entre l'acheminement oui, c'est ça. entre la production et l'usager. Et alors, un point qu'on n'a pas encore abordé, cette conversion vers l'hydrogène, est-ce que c'est quelque chose que tous les aéroports poursuivent de concert, et notamment à l'international, ou est-ce que ça ferait du hub parisien, est-ce que ça lui donnerait un facteur de compétitivité supplémentaire par rapport à l'échelle européenne, par exemple? Alors, de manière... ma réponse va davantage porter sur le fonctionnement du transport aérien. Aujourd'hui, les vols à hydrogène à combustion directe, ce sont des vols qui adressent des rayons, des distances de moins de 4000 km. Mais le transport aérien n'a de sens que si vous avez de l'hydrogène à un point de départ et que vous pouvez, à votre point d'arrivée, également disposer d'hydrogène. Donc oui, il va falloir que l'ensemble des aéroports enclenche la marche vers l'hydrogène. Et pour les SAF, c'est la même chose. Alors pour les carburants aéronautiques durables, on a un cadre législatif européen qui fait que de toute manière, on n'a pas le choix. Hein. Le règlement dit qu'à telle date, on a tel mandat d'incorporation de carburants durables à base d'hydrogène, etc. Sur l'hydrogène à combustion directe, on ne dispose pas encore de ce cadre. Donc oui, tous les aéroports vont devoir disposer d'hydrogène ou de carburant aéronautique durable produit à partir d'hydrogène. Là où il y a effectivement une nouvelle donnée dans l'équation, c'est qu'aujourd'hui, la mise à disposition de carburants fossiles n'intervient pas réellement comme un facteur de compétitivité entre les aéroports, puisque le coût du carburant, il est aujourd'hui fixé au niveau mondial. Il y a un seul bassin de production, plus ou moins dans le monde, qui fixe les prix. Demain, le coût de l'hydrogène va être en très grande partie drivé par le coût de l'électricité, le coût de la production d'hydrogène. Donc on trouvera certainement de l'hydrogène à coût différent, que vous soyez en France, en Allemagne, dans la péninsule ibérique ou ailleurs. Donc il y a un véritable enjeu pour que nos aéroports parisiens continuent à être compétitifs, c'est d'avoir le coût de la molécule d'hydrogène le moins cher possible, pour que les compagnies puissent continuer à choisir Paris. Voilà. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Monsieur Gilabert, alors au niveau d'une région comme l'Occitanie, quels sont les enjeux du développement de ce marché d'hydrogène et plus particulièrement, quel est le rôle que peuvent y jouer les infrastructures de transport et de stockage? Écoutez, c'est le problème du déploiement de l'hydrogène dans les territoires. C'est lié au type de projet, au type d'écosystème qui émerge. Il se trouve que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une telle consommation, une consommation aussi importante qu'Aéroport de Paris ou que ce qui peut se passer dans la région nord. Heureusement, parce que sinon, je ne sais pas comment on va fournir. Par contre, beaucoup de nos régions de France ont des petits écosystèmes où on va avoir un projet qui va sortir avec effectivement 1200 ou 2000 kilos d'hydrogène jour. Et se pose souvent la question justement de ce lien qu'il va y avoir entre la production d'hydrogène et sa consommation. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Beaucoup de gens qui portent des projets pensent qu'on va pouvoir produire sur place. Vraisemblablement, le déploiement... Chacun produirait son propre hydrogène. Il y en a qui aimeraient que ça soit comme ça, mais je pense que l'analyse et le travail qui va suivre, ça a été amorcé tout à l'heure, mais ça va être de vraiment réfléchir s'il n'est pas beaucoup plus pertinent d'avoir de l'acheminement d'hydrogène. Et il se trouve que, vu le nombre de projets qui sont là aujourd'hui en train de sortir en région Occitanie,
que ce soit Yport, Blagnac, Tarbes, l'Eurocentre transport logistique au nord de Toulouse ou des projets plus modestes dans le sud du département ou autre, montrent qu'il va y avoir une vraie réflexion à conduire sur cette chaîne complète et sur vraisemblablement de l'acheminement d'hydrogène venu d'ailleurs sous une forme à déterminer. Donc il est fondamental quand on approche globalement pour des régions lambda et celles qui n'ont pas démarré, qu'il y ait une vraie réflexion sur la logistique de stockage et de transport. C'est fondamental et je crois il faut y penser. Il faut y penser à le cadre des projets, mais il faut y penser aussi avec le lien que tous ces écosystèmes vont avoir entre eux et avec ce qui se passe au niveau national. Ça a bien été amorcé dans la présentation tout à l'heure, mais également au niveau européen. Et je crois que là, c'est important. Enfin, en tout cas, pour l'Occitanie, nous travaillons déjà avec les Pays-Bas, la région de Hambourg, pour un consortium de régions qui aurait une réflexion sur l'extension du corridor hydrogène en particulier. Et je pense que là, il y a une échéance qu'il va falloir respecter, il va falloir se mettre au travail ensemble pour déjà fixer un plan. Et c'est vrai que si nous pouvions avoir des choses qui soient en termes de perspective d'ici 2 ans à peu près, mais qui puissent être opérationnelles quelques années après. Je suis incapable de dire si c'est 2028 ou 2030, mais ça serait bien, quoi. Très bien. Merci. Alors de nouveau, Aurélie Picard, je mentionnais tout à l'heure le rôle des infrastructures de transport dans la compétitivité justement de l'hydrogène. Vous avez coordonné un rapport intitulé « Compétitivité de la France, rôle des infrastructures de transport et de stockage d'hydrogène ». Bon, tout est dans le titre. Donc en quoi est-ce qu'un réseau de transport efficace permet de faire baisser les coûts et les prix, non seulement de la molécule d'hydrogène, mais du système dans sa globalité? En fait, en travaillant sur l'animation des bassins industriels, de ce qu'on fait depuis 1 an, on a bien vu assez rapidement que les bassins qui travaillaient sur des infrastructures, il y avait un changement important dans la manière de travailler, dans la prise en compte des risques. On avait, en travaillant sur l'infrastructure à l'intérieur du bassin, une capacité à mobiliser du stockage, une capacité à mutualiser un pool de production, un pool de consommateurs, et donc une fluidité et une accélération dans la mise en œuvre des synergies entre les différents acteurs. Donc c'est ce qui a poussé plusieurs des industriels au sein du CSF à lancer cette étude. Les résultats, donc c'est une étude qui quantifie l'impact du développement d'infrastructures dans les bassins, entre les bassins, voire plus tard avec le reste de l'Europe, sur le prix de l'hydrogène et sur les investissements en termes d'infrastructures. Et donc, dans les hypothèses qu'on a prises, avec les hypothèses d'évolution des prix, des technologies, des consommations, on a comme résultat de cette modélisation une baisse du prix de l'hydrogène de 10% à horizon 2030 et une baisse des coûts d'investissement dans les infrastructures, toutes sortes d'infrastructures. C'est-à-dire, on a pris, si on ne fait pas un réseau de pipes de gaz pour transporter l'hydrogène, alors on doit investir dans des infrastructures électriques autres. On a une baisse de 10% du prix donc de l'hydrogène et de 9% des prix des infrastructures si on connecte les grands consommateurs, les consommateurs dans les bassins et entre les bassins, entre les principaux bassins. Et ensuite, et là il y a un consensus de l'ensemble des acteurs de la filière sur l'intérêt de déployer des infrastructures dans les bassins dans un premier temps, puis de travailler à la connexion entre les bassins à partir du moment où la demande le justifiera. Voilà. Et puis ensuite, on a une partie internationale qu'on a aussi regardée. Si on connectait la France plus largement aux autres pays, et en particulier aux pays sur lesquels le coût de l'électron vert produit par énergie renouvelable est particulièrement compétitif, donc plutôt le sud de l'Europe ou le nord de l'Afrique, sachant que l'Allemagne et les pays du nord de l'Europe sont très intéressés pour importer l'hydrogène, on constate qu'on pourrait avoir une baisse du coût de l'hydrogène de l'ordre d'une 30%, qui nécessiterait pour autant un investissement de quelques milliards d'euros, on a chiffré à 4 milliards d'euros, supplémentaires par rapport à un scénario sans infrastructure de transport de gaz.
Donc, c'est bien sûr des premiers résultats qui nécessitent d'être affinés. On a beaucoup d'inconnus encore sur le rythme de déploiement de l'hydrogène, sur l'évolution des différents coûts des technologies, mais en tout cas, ça nous permet aujourd'hui de bien dégager tout l'intérêt des infrastructures dans les bassins, entre les bassins, et du potentiel que pourra représenter. Pardon ? Donc je ne sais pas si vous êtes toujours... tout c'est bon, ça bon, fonctionne. pardon, excusez-moi, continuez, pardon. Moi non plus, je n'entendais plus. Donc voilà, on a vraiment mis en avant l'intérêt des infrastructures au sein des bassins, puis entre les bassins, et voir ensuite avec le reste de l'Europe. Et ce que je pense intéressant également à mentionner, il y a ces questions coûts qui sont extrêmement importants, et on voit le potentiel qu'ils représentent, mais il y a également les enjeux de sécurité d'approvisionnement, parce qu'à partir du moment où on développe une infrastructure, on a également accès à des capacités de stockage, et donc on peut améliorer la sécurité d'approvisionnement. Et puis il y a un aspect risque dans les investissements, c'est-à-dire que quand on met un moyen pour un producteur, il y a un risque plus élevé pour l'ensemble des parties s'il y a une défaillance de l'un ou de l'autre. À partir du moment où on a un pool de producteurs et un pool de consommateurs, le risque dans l'investissement pour tous diminue. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui, suite à cette étude, avec les industriels, on poursuit activement les travaux et les discussions, les échanges pour affiner avec GRTgaz, avec Teréga et avec le reste des acteurs de la filière pour affiner tout le potentiel du déploiement des infrastructures de transport d'hydrogène. Merci beaucoup. Blandine Landfried pour ADP. Le développement du marché de l'hydrogène dont on parle depuis un peu plus d'une heure maintenant, quelle coopération ça implique entre les différents acteurs de la chaîne de valeur et comment est-ce que vous positionnez dans ce contexte-là? Effectivement, aujourd'hui, l'avion hydrogène sera une réussite si les industriels de l'aéronautique et les industriels de l'énergie sont en mesure de proposer une planification de la chaîne logistique d'approvisionnement de l'hydrogène. Donc il est urgent, en fait, je parle de 2035, de 2050, mais compte tenu de la longueur de nos cycles d'investissement, pour nous, c'est demain, en fait. Donc le temps presse. Le temps presse. On n'est pas en retard, mais on est juste bien. Il est temps vraiment pour nous. Alors, on a démarré avec des producteurs, le travail avec certains producteurs d'hydrogène, des logisticiens d'hydrogène. Maintenant, on va enclencher une phase suivante qui est de dialoguer vraiment avec GRTgaz. On a un groupe de travail en fait qui s'est monté avec GRTgaz, dans lequel on va regarder finement ce qui se passe entre maintenant et 2035, entre 2035, 2040, 2040 et 2050, pour qu'en fait la planification des infrastructures de transport d'hydrogène puisse répondre aux enjeux des usagers que nous sommes. Voilà. Et alors, à propos de ces enjeux, sur le plan du coût, par exemple, est-ce que vous avez des attentes précises? Je parle là du coût du transport, enfin du coût de la logistique en l'occurrence. J'ai offert une réponse de Normand que je ne suis pas le moins cher possible, madame. Aujourd'hui, le coût de la molécule d'hydrogène, on sait qu'il est principalement drivé par le coût de l'électron, le coût de l'électricité. Pour autant, il faut quand même que, même si le transport représente une part moins importante, qu'elle reste pour autant la moins chère possible. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a un véritable enjeu de compétitivité sur l'hydrogène. Il va falloir non seulement être compétitif par rapport aux autres aéroports européens, mais il faut aussi que les compagnies aériennes puissent accéder à un coût de l'hydrogène qui ne soit pas déraisonnable par rapport au coût du kérosène fossile. Et ensuite, il y avait un deuxième volet dans votre question qui était... Ah oui, et du coup, mes attentes par rapport à un réseau de transport gazier. En fait, l'hydrogène sera une solution aussi, à condition que la robustesse opérationnelle apportée par l'hydrogène soit la même que celle apportée aujourd'hui par le kérosène. Donc, j'ai envie de dire notamment en termes de sécurité. Failure is not an option. C'est-à-dire, voilà, il faut un approvisionnement qui soit garanti à 100% du temps, quoi. Donc, voilà, des réseaux robustes et disponibles en continu. Alors, Bertrand Gilabert, même question concernant la coopération entre les différents acteurs à l'échelle d'un territoire. Comment est-ce que vous voyez ça et le rôle de la région dans tout ça? La région coordonne ça, mais les territoires, quand on s'adresse aux porteurs de projets locaux, ou en tout cas ceux qui ont des initiatives, ils souhaitent effectivement avoir
de l'autonomie énergétique à un prix intéressant, et ils attendent aussi une régulation de l'approvisionnement, hein, c'est évident, quoi. Enfin, le problème est le même partout, même si les consommations ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la réflexion qui doit être conduite pour cela, c'est véritablement d'avoir cette approche globale, incluant les réseaux d'énergie d'aujourd'hui, que ce soit les électriciens ou les gaziers, globalement, hein, même si on est ici aujourd'hui avec des gaziers, pour que cette approche globale soit faite. Elle est d'autant plus intéressante en termes de régulation qu'il y a aujourd'hui la possibilité de digitaliser production et consommation d'énergie et de faire une gestion en temps réel de cette énergie. Donc je crois qu'il faut profiter de ça, et c'est en même temps très intéressant d'un point de vue du développement de la filière énergétique globalement. Je voudrais, avant de terminer, je voudrais aussi insister beaucoup sur la nécessité pour toute cette filière, et localement c'est important, sur les fonctions support, que sont la sûreté de fonctionnement, que sont la sécurité, que sont l'homologation, parce qu'on parle beaucoup de l'énergie, mais on ne parle pas toujours de ce qu'il y a ensuite derrière, l'exploitation, la maintenance des systèmes. Et c'est vrai que ça implique aussi une vraie réflexion sur la formation du niveau ouvrier qualifié, niveau bac pro, jusqu'au niveau ingénieur ou chercheur, avec une vraie réflexion, parce que cette transition énergétique et la réindustrialisation qui va avec va passer forcément par des compétences nécessaires de gens qui ont une culture à tout niveau, scientifique et technologique, correspondant aux enjeux de cette filière. Parfait, merci beaucoup. Je vais quand même donner la parole à Marie-Claire Aoun et Philippe Madiac qui sont restés avec nous pour que vous réagissiez en fait aux propos, mais s'il vous plaît de manière assez synthétique, aux propos des utilisateurs. Est-ce que vous, opérateurs des réseaux de transport, vous serez au rendez-vous en termes de calendrier, en termes de volume, en termes d'architecture des réseaux qui ont été évoqués là, et comment vous voyez votre rôle à vous dans cette fameuse coopération inter-acteurs qu'on vient d'évoquer? Je vais peut-être commencer du coup, mais enfin, je pense que tout est dit, parce qu'en fait, on voit bien le besoin qui émerge, qu'on a repéré, nous, hein, dans la consultation, mais qui est rappelé là de façon criante, de convergence des besoins, de planification, puisqu'on est sur des sujets de coûts, on est sur des sujets de sécurité d'approvisionnement, on est sur des sujets de compétitivité, quelque chose qu'on connaît particulièrement bien dans le gaz et depuis longtemps, c'est un de nos métiers particuliers et principal. Donc je pense que tout est dit sur le besoin, et je pense que c'était important de passer par cette phase-là. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on avait lancé, c'est pour ça qu'on avait lancé la consultation, et je pense que là, finalement, au-delà des enseignements, c'est plus un enseignement de méthodologie qu'on tire là, puisque ça va s'inscrire dans la durée. On a commencé à travailler avec ADP, effectivement, mais on travaille aussi avec RTE, on travaille avec d'autres partenaires, puisqu'on a là un vrai vecteur de couplage des systèmes énergétiques, hein, c'est-à-dire qu'on avait un couplage qui permettait de faire de l'électricité à partir du gaz. On a un système qui permet de faire du gaz à partir de l'électricité, donc la boucle est bouclée, où on a un vrai enjeu d'optimisation de l'ensemble de ces infrastructures. Donc c'est bien dans ce cadre-là qu'on s'inscrit. C'est quelque chose qui ne se décrète pas, c'est quelque chose qui se travaille avec un écosystème, avec des producteurs, avec des consommateurs, avec un lien au milieu. Et puis je pense que GRTgaz comme Teréga, comme d'autres transporteurs en Europe, finalement, ont certaines compétences qu'on peut valoriser dans ce cadre-là, et on sera très content de le faire, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est des compétences, mais c'est aussi quelques actifs qu'on pourra probablement mettre à disposition à un moment donné. Ça dépend évidemment aussi des autres consommations. Et là, les études qu'on a faites montrent clairement que quand on réutilise un actif déjà en place, outre le fait qu'on sait tous que c'est compliqué d'en poser des nouveaux, hein, alors peut-être moins pour le gaz que pour certains autres vecteurs, mais c'est toujours compliqué. Une utilisation de ces ouvrages permet quand même d'en baisser le coût, et c'est une attente, comme le rappelait à l'aéroport de Paris, Blandine, tout à l'heure. Évidemment, rien n'est gratuit, mais pour autant, on peut faire en sorte d'essayer d'éviter au maximum que les coûts soient maximisés dans cette démarche. Donc, voilà un peu ce que je retiens un peu de ces enseignements. Marie-Claire Aoun. Peut-être faire un peu très territorial aussi. Hein.
Oui, oui, absolument. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on est à un moment où il va falloir trouver le bon compromis entre tous ces signaux positifs qu'on a reçus, effectivement, à travers les ateliers, à travers les témoignages et les besoins qu'on voit, donc tous ces signaux positifs, et en même temps, toute l'incertitude qui peut entourer l'hydrogène aujourd'hui, parce que c'est quand même un marché très naissant, et se projeter quand même à l'avenir pour essayer de répondre et d'être là, d'être au rendez-vous avec les infrastructures. Donc, je pense qu'il faut trouver le bon compromis, et effectivement, le risque peut-être qui est perçu par certains, c'est qu'on ait des infrastructures qui soient surdimensionnées. C'est pour ça qu'on propose d'avoir cette approche de dialogue, d'aller au plus près des acteurs pour essayer de dimensionner au mieux et de vraiment de voir là où on peut répondre aux besoins et quel est le calendrier. Et c'est pour ça aussi qu'on instaure, qu'on réorganise ces ateliers territoriaux. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans une approche d'anticipation et de planification. On a entendu les bénéfices, ils sont très importants. Aurélie Picard l'a dit, vous l'avez dit, il y a des enjeux de sécurité d'approvisionnement, il y a des enjeux de compétitivité qui sont immenses, des enjeux de résilience, des enjeux d'industrialisation. Et puis, évidemment, la période actuelle nous amène à nous dire qu'il faut accélérer davantage. Aurélie Picard l'a dit. La Commission européenne a publié hier une communication qui appelle aussi à accélérer dans le déploiement de l'hydrogène et qui considère l'hydrogène comme étant une possible voie pour effectivement accélérer et sortir de notre dépendance du gaz fossile. Et donc, je pense que voilà, c'est aussi le moment où il faut accélérer et se projeter. Et c'est pour ça qu'on on va, comme le soulignait Philippe Madiec, accentuer aussi ce dialogue avec les différents acteurs pour planifier au mieux et anticiper au mieux ce besoin de logistique qu'on a entendu aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Alors, dans un premier temps, on va entamer un dialogue avec les spectateurs de cette restitution. Donc, merci de rester en plateau avec moi pour répondre à leurs questions. Aurélie Picard, merci aussi. S'il y a une question pour vous, je vais commencer par vous. Donc, on vous retrouve dans 30 secondes. Parfait. Alors, nous revoici avec quelques questions. Comme je disais, je vais peut-être commencer par une question qui concerne plus spécifiquement Aurélie Picard, parce que je crois que vous avez peu de temps. Donc, comme ça, on pourra vous libérer peut-être ensuite. Quels sont les coûts critiques qui empêchent l'hydrogène vert d'être compétitif aujourd'hui ? Entre parenthèses, électrolyseurs, logistique. Bon, je pense que vous avez déjà apporté des éléments de réponse dans vos présentations. Néanmoins, telle est la question posée. J'aurais envie de répondre tous. Ils sont tous critiques. L'idée, on doit aller chercher des baisses drastiques du coût de l'hydrogène. Donc, on compte sur les effets volume sur l'ensemble des investissements, des équipements initiaux et ensuite donc des CAPEX. Ensuite, pour ce qui est des OPEX, c'est naturellement le prix de l'électron. Et donc là, derrière, c'est bien la question du prix de l'électricité dans les différentes zones productrices qui est en jeu. Et en tout cas, la période actuelle nous le montre bien, il y a un enjeu crucial de développer à la fois des quantités de production d'électricité extrêmement importantes et compétitives. Et vraiment, je pense que dans le débat, on parle beaucoup de la quantité. L'hydrogène nous le montre particulièrement. La question du coût de l'électron est tout aussi importante. Et il est important qu'on regarde bien les deux, la quantité d'électricité qu'on va produire dans les années qui viennent pour soutenir ce développement de l'hydrogène en France et en Europe plus largement ou à d'autres bouts du monde, et la question du coût de cette électricité. Alors ensuite, une question qui, je pense, s'adresse à tout le monde, qui veut répondre. Selon vous, quelles sont les raisons qui expliquent que les acteurs envisagent un transport par canalisation plutôt que par d'autres moyens tels que la route ? Alors, Monsieur Gilabert, je crois qu'on en avait parlé ensemble pour remplacer les camions sur les routes. Oui, déjà remplacer les camions sur les routes, évidemment, c'est la solution. C'est ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup d'hydrogène est transporté, soit à 350 bars, soit 700 bars, soit sous forme liquide, avec beaucoup de camions sur les routes, en fait, avec l'hydrogène gris, qui est aujourd'hui, quelques canalisations, bien sûr, mais donc il faut. Et si on peut trouver des solutions qui évitent de mettre des camions sur les routes, c'est pas plus mal. Si l'hydrogène devient vert, mais qu'on garde les camions. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut, dans cette transition énergétique, il faut toujours penser à l'analyse d'un cycle de vie complet. Et si on fait l'analyse du cycle de vie complet, on y inclut tout ce qui touche bien sûr à la logistique. Et il y a peut-être des solutions pour des petits déplacements
où le transport routier aura son sens, même en termes de bilan global. Et il y a d'autres solutions, il y a d'autres problèmes à résoudre, d'autres cas où ça sera pas le cas, quoi, en fait. Vous avez un mot à rajouter Les volumes, tout simplement, en fait, puisque oui. on a commencé à regarder le sujet, en fait, dès qu'on va dépasser les quelques dizaines de tonnes par jour, un fonctionnement, un acheminement par camion n'est plus suffisamment performant et on risquerait d'engorger les réseaux routiers. Donc très rapidement, finalement, dans les premières années d'émergence de l'avion à combustion hydrogène, on se rend compte que le transport par réseau devient incontournable. Oui, vous buvez du pense petit qu'on a lait, fait j'imagine. exactement les mêmes analyses. Hein. Et je pense qu'il faut avoir en tête que on parle bien d'un changement de nature de l'hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène est utilisé en matière première ou dans des sites en autoconsommation quasiment. Là, il s'agit bien de remplacer des vecteurs énergétiques que sont aujourd'hui le gaz fossile ou que sont d'autres énergies fossiles. Donc on change d'échelle. On change d'échelle. Aujourd'hui, clairement, le gaz, on ne le transforme pas en bonbonne. Donc c'est d'ailleurs ce qui explique que rapidement, quand on a posé cette question aux différents acteurs, qui sont tous des gros consommateurs énergétiques, la réponse était quasiment évidente, à plus de 90%. Ils voyaient un peu à terme une logistique par canalisation. Alors justement, gardez la parole, puisque vous venez de mentionner des gros consommateurs. La question qui s'adresse à vous, vous avez beaucoup parlé des gros producteurs d'hydrogène, mais peut-on imaginer des plus petits acteurs à l'image du solaire chez les particuliers ? Alors là, je serais peut-être pas le plus spécialiste, je laisserai Aurélie Ficard éventuellement mentionner. Je pense qu'on peut tout imaginer, mais l'électrolyseur est quand même une technologie qui a des gros effets d'échelle. Donc évidemment, on est plutôt dans une tendance aujourd'hui où on envisage, parce qu'on n'en est pas encore à cette réalité, où on envisage des grosses puissances plutôt que des petites. Et je pense que les gains qui ont été mentionnés tout à l'heure de production sont liés notamment à la taille de l'électrolyseur. Donc je dirais que la tendance actuelle est plutôt d'essayer d'aller chercher des plus grosses puissances que des plus petites, me semble-t-il. Mais je ne suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à cette question. Aurélie Picard, vous voulez ajouter un mot sur le sujet ? Après, on a une pépite française qui aujourd'hui a développé la fer à souder hydrogène et qui, toute petite, beaucoup d'électrolyseurs. Donc là, on a les effets volume sur l'équipement électrolyse et qui utilise donc la flamme hydrogène pour souder et qui vient de lancer avec également un chauffagiste français une chaudière hybride. Donc, c'est-à-dire que là, on est sur de la toute petite électrolyse où tout de suite, l'hydrogène qui est produit, l'oxygène qui est produit est directement brûlé et la chaleur en plus de l'électrolyse est utilisée. Et donc, c'est une solution très spécifique de l'hydrogène chez le consommateur avec cette hybridation des chaudières gaz avec de l'hydrogène. Merci beaucoup. Question pour Marie-Claire. À quelle échéance projetez-vous les premières capacités de transport sur le réseau français ? Je pense que ça dépend. On a bien vu qu'il y avait une approche très progressive par bassin qui est en train de s'installer. Je pense que sur le réseau de GRTgaz, il y a quelques projets en cours, sur le réseau de Teréga aussi. Aujourd'hui, encore une fois, sur notre réseau, on est en dialogue avec les acteurs locaux. Difficile de donner une date. C'est vrai qu'on peut parler de capacité peut-être en mélange d'hydrogène. On peut parler de canalisation d'hydrogène pur. Je pense qu'on peut commencer à percevoir des premiers projets. Alors, ça dépendra du type de projet, si c'est de la conversion, si c'est de la construction d'une nouvelle infrastructure. Je pense qu'on est à un horizon de 5 ans peut-être. Mais il faut effectivement accélérer. La Commission européenne parle de l'horizon de 2030 pour commencer à avoir ce marché de l'hydrogène liquide. Est-ce qu'on sera au rendez-vous ? C'est pour ça qu'on appelle aussi à avoir cette approche d'anticipation et de planification. Alors justement, il y a une question qui porte sur l'absence de normes sur le sujet. Comment GRTgaz et Teréga vont-ils qualifier leurs réseaux existants prévus pour le transport du gaz naturel et les rendre aptes à transporter de l'hydrogène ou du CO2 ? Donc il n'y a pas de normes aujourd'hui pour qualifier les... Non, mais je pense que le cadre aujourd'hui, il y a eu l'ordonnance hydrogène qui a été adoptée l'année dernière, qui nous permet quand même aujourd'hui
pouvoir commencer à envisager le sujet. Il y a ces textes européens qui sont en cours de discussion. Je pense que la réglementation est en train de se construire et qu'elle sera au rendez-vous. Maintenant, il y a toute la dimension économique en termes de mécanismes de soutien qu'il faudrait effectivement envisager pour pouvoir injecter l'hydrogène. Je pense que ça, c'est aussi en cours. Donc, je pense que les autorités se sont saisies du sujet et que voilà, c'est quelque chose qui est en cours de discussion. Peut-être encore plus demain qu'hier d'ailleurs, se saisir du sujet devant l'urgence Voilà. de la situation. Alors, encore une question sur justement le parc de production électrique français. Est-il suffisamment dimensionné pour envisager de produire des millions de tonnes d'hydrogène? Des millions dont aura besoin Madame Longfried. Des centaines. 2 millions? Non, 2000. Oui, mais tous les jours. Donc, bon. En tout cas, dans les scénarios du transporteur d'électricité, certains scénarios évidemment prennent en compte des quantités qui avoisinent aujourd'hui les 100 ou 150 TWh d'hydrogène. Donc les scénarios intègrent, certains scénarios intègrent ces quantités à horizon 2050 et dans son métier de prévoir l'équilibre entre l'offre et la demande, évidemment, RTE met en regard la production ou le manque de production, mais souvent, finalement, on n'a pas beaucoup de... Enfin, quand on planifie comme ça, il n'y a pas beaucoup de limites. Alors évidemment, il y en a une sur le territoire français. Par contre, il y a des gisements dans d'autres territoires qui sont pas très loin de la France, comme l'évoquait Aurélie Picard tout à l'heure. Donc je pense qu'à ce stade, aujourd'hui, on n'est pas en manque de capacité de vision pour des volumes très significatifs à ce stade. Alors évidemment, il y a l'économie derrière, la faisabilité sociale, évidemment, qui est derrière aussi. Qui sera à regarder au fur et à mesure. Alors là, on parlait de capacité électrique. Une dernière question pour Aurélie Picard concernant la ressource en eau dans la production d'hydrogène vert, ressource qui se raréfie. Est-ce que c'est un sujet? On vous entend pas. Question précédente. Sur la question précédente, je pense j'aurais aimé rebondir sur la question précédente, sur la question de besoin d'électricité. En fait, on a quand même, c'est un des enjeux de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en cours de prévoir et de mettre en place les capacités de production électrique en France pour l'ensemble de nos besoins. Et la démarche qui vient d'être menée, qui est menée de recensement, de cette consultation, est extrêmement importante pour venir donner une bonne image de vos besoins d'hydrogène et donc d'électricité. Et de manière complémentaire, dans les différentes filières industrielles, des feuilles de route de décarbonation sont en cours de rédaction pour bien identifier quelles sont les hypothèses qui sont prises, quelles sont les tendances qui vont être prises, quelles sont les technologies qui sont privilégiées pour pouvoir planifier la mise en œuvre de ces moyens électriques. Et aujourd'hui, on a quand même un danger important collectif et qui ne concerne pas que l'hydrogène. C'est de savoir comment on va produire notre électricité demain. Globalement, toutes les sources d'énergie ont des questions d'acceptabilité. Il n'y en a pas une qui déroge. Et donc, collectivement, on a quand même un enjeu extrêmement important de société de trouver un consensus, une acceptabilité de la production de notre moyen d'électricité, d'énergie. Donc, je pense que le sujet est complexe, extrêmement important. Il ne concerne pas que l'hydrogène, et c'est justement un sujet extrêmement actuel avec la situation, la crise que nous traversons actuellement, qui n'est pas qu'une crise liée à la situation en Ukraine, qui est une question plus générale du développement des moyens de production d'énergie. Pour l'eau, je dirais que ça vient justement plutôt en deuxième rideau par rapport à cette question énergétique plus globale. Et donc, au niveau du comité stratégique de filière, notre préoccupation porte avant tout sur la capacité à développer beaucoup plus rapidement des moyens de production d'énergie renouvelable. On a un stock colossal de projets qui sont aujourd'hui en cours d'instruction. 80% des projets font l'objet d'un recours, quels que soient les types d'énergie renouvelable produite. Et je pense que l'acceptabilité des autres sources d'énergie n'est pas beaucoup plus consensuelle que celle-là. Donc, on a vraiment le gros de notre préoccupation qui porte sur la production de l'électricité. Merci beaucoup. Encore une question pour Philippe Madiac sur l'identification de volumes prévisionnels localisés. Est-ce que l'étude a permis d'identifier des volumes prévisionnels localisés pour y envisager des points de production
et quels sont les modes de financement prévus pour répondre à cette demande précise? Sur la production, évidemment, les porteurs de projets qui d'ailleurs sont publics, hein, pour certains d'entre eux, nous ont remis en visibilité ces projets qui sont d'ailleurs souvent bien identifiés d'ailleurs au niveau local. Pour ceux qui sont un peu moins matures, évidemment, ils nous ont été signalés et parfois sans une grande précision, mais je dirais que, comme je le disais tout à l'heure, sur la production, je dirais, on a des porteurs de projets et d'ailleurs, pour la plupart, qui s'inscrivent dans la démarche des pouvoirs publics d'aider, de pousser cette production telle que ça a été mentionné tout à l'heure. Donc oui, alors après sur les montages de financement, je laisserai les pouvoirs publics s'exprimer parce que sinon on raccorde juste ces producteurs, ou en tout cas on réfléchit au raccordement de ces producteurs et à leur donner la zone de chalandise la plus large et la plus aisée possible. Donc sur les financements, je pense qu'il vaut mieux donner la parole à Aurélie Picard également. Alors peut-être brièvement, Aurélie Picard, si vous voulez apporter une réponse sur ce sujet du financement, parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps imparti. Oui. Là, je repréciserai que je ne suis pas l'État. On est un collectif qui regroupe l'État et les industriels, donc je ne prendrai surtout pas la parole au nom de l'État. Et donc non, oui, on a des vrais sujets autour du financement de l'hydrogène. Ce qui est le plus intéressant, c'est les business cases qui roulent, et on en trouve également sur les questions des batteries, on en a trouvé. Donc, je pense que Blandine l'a bien évoqué, la coopération est essentielle, la coordination sur l'ensemble de la chaîne de la valeur est vraiment importante, et la vitesse de mise en œuvre des financements est une vraie préoccupation actuelle pour la filière. Parfait. Merci beaucoup. Je crois qu'on va clôturer cette session de questions-réponses. Merci beaucoup. Alors cette fois-ci, c'est la dernière fois que je reviens vers vous, en tout cas aujourd'hui. Donc je voudrais remercier tous les intervenants et ceux qui étaient à distance également pour la qualité de leurs interventions. Merci à toutes et tous pour votre intérêt et pour vos questions. À propos des questions, si on n'a pas pu répondre à certaines d'entre elles, je vous invite à vous tourner vers les services de presse des deux entreprises qui ne manqueront pas de vous apporter des réponses. Et comme on l'a dit, alors le rapport dont on a parlé pendant 1h30 est disponible sur le site des deux entreprises. Et comme vous l'aurez compris, il y aura une suite qui sera apportée à cette première consultation. Donc rendez-vous dans quelques mois pour la suite des opérations. Merci encore à tous et très bonne fin de journée. Au revoir.